Eh bien voilà, comme nous l'avons dit, nous serons dans quelques instants en ligne avec le journaliste et écrivain Marius Schattner pour parler d'Uri Avnery. Uri Avnery, une figure tout à fait, on va dire, hors norme dans la société israélienne, un journaliste avant tout, pendant de nombreuses années, on va dire un journaliste innovant qui a été un peu des premiers initiateurs d'une presse, on va dire, plus tranchante, plus marquante, plus critique envers le pouvoir que ne l'était la presse israélienne au début de l'État d'Israël, mais aussi également un militant de la paix qui est allé très loin, on va dire même parfois très controversé en tout cas, mais très loin dans ses initiatives, puisqu'il a été le premier à rencontrer des responsables de l'OLP et Yasser Arafat en particulier, alors que cela était à l'époque formellement interdit. Nous espérons que nous sommes en ligne avec Marius Schattner dans quelques secondes, effectivement. Marius, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez été longtemps journaliste à l'AFP et vous êtes écrivain et vous avez connu Uri Avnery. Alors, c'est une figure, on va dire, avant tout, avant de parler de son engagement pour le processus de paix, pour la paix avec les Palestiniens, c'était avant tout un journaliste tout à fait hors du commun, en particulier dans l'époque, à l'époque où il a commencé à créer, il a créé son journal à Olamazé. C'était, on va dire, le premier journaliste véritablement critique envers le pouvoir, à une époque où c'était pas du tout courant que les journalistes s'expriment de la sorte, n'est-ce pas? Oui, c'était assez courageux de sa part. Il avait créé ce journal, cet hebdomadaire, à Olamazé, qui est le premier journal qui avait à faire du journalisme d'investigation, comme on dit, de faire de longues enquêtes, de dévoiler des scandales, beaucoup sur la corruption qui était très forte à l'époque. Oui. On oublie ça. Et aussi qui était en but à des tracas très très sérieux de la part du Shin Bet, qui à l'époque était complètement sous la coupe du parti de Ben Gurion, du Vapaï. Ouais. Et alors, ce qui est très original dans ce journal, c'est que pour gagner de l'argent, il y avait deux parties du journal. Il y avait la partie très sérieuse, la partie sérieuse, la partie politique, et l'autre, c'était la partie, on peut dire, fesses, avec des photos qui aujourd'hui paraîtraient bien innocentes, de femmes plus ou moins dénudées et d'histoires un peu croustillantes, ce qui faisait le journal était très attaqué comme un journal de scandale. Mais c'était beaucoup plus que ça. Alors, quel a été l'impact de ce journal dans la, on va dire, dans le paysage médiatique, dans le PAF israélien, le paysage médiatique israélien de ces années-là? C'est-à-dire, est-ce que parce que justement, c'est-à-dire on avait le sentiment c'était de facto comme cela, la presse israélienne était souvent très proche du pouvoir, il y avait des journaux comme Davar, il y avait des journaux comme, il y avait même, on peut dire que l'office de presse de radio et de télévision israélienne était très affilié au pouvoir et géré presque par le pouvoir. C'était la première fois qu'un journaliste n'hésitait pas à s'en prendre au pouvoir, à critiquer son comportement, en particulier en matière de corruption? Oui, il a eu une énorme influence sur les journalistes. C'est pour ça d'ailleurs que si vous écoutiez hier la radio, surtout la radio militaire, elle a consacré beaucoup de place à Avnery. Une influence, il a formé les journalistes. Oui, il a formé. Et c'est un rédacteur extrêmement rigoureux. Il a aussi une grande importance pour l'hébreu. Parce qu'il a introduit un style sec, un style minimaliste, alors que le style était extrêmement pompeux, vous voyez. Et donc, lui-même relisait les textes, le moindre texte, il corrigeait, et il voulait introduire un style qui était uniforme. Mais vraiment, son influence était très forte. Il y a des très grands journalistes et historiens comme Tom Segev qui ont été formés par lui, qui ont été marqués par son empreinte.
Mais finalement, je veux dire, c'est pas uniquement ça. Je veux dire, c'est le personnage est étonnant. Oui, alors le personnage est étonnant et on va dire presque l'un des paradoxes, c'est que cet homme qui était arrivé en Israël très tôt et s'était engagé dans sa jeunesse dans les rangs de l'Irgun, de l'Irgun Tzvaï de l'époque, même avant que Menachem Begin ne commande l'Irgun, c'était donc on va dire dans l'absolu, c'était on va dire un combattant nationaliste qui est devenu dans les années on va dire 60 ou enfin très rapidement, mais en particulier dans les années 70, 80, un véritable militant de la paix, je le disais, à part entière, à plein temps presque, puisque c'est un homme qui est allé très loin dans sa volonté de parvenir à rapprocher Israéliens et Palestiniens à une époque où c'était pas du tout populaire. Oui, lui il raconte, quand il parle de cette évolution, il parle beaucoup de la guerre de 48. Pendant la guerre de 48, il a fait partie d'une unité dans le sud, dans le Negev, des Shoalei Shimshon. Oui. Il a écrit d'ailleurs une chanson qui est assez connue là-dessus. Il a été très grièvement blessé. Et il a été très frappé par les destructions de villages palestiniens, d'expulsions aussi, de ce qui veut dire ensuite des réfugiés, de Palestiniens qui prenaient la fuite et qui ne pouvaient plus revenir dans leur foyer. Et il a très très vite, après la guerre, il a été l'un des premiers à prendre conscience aussi. Après la guerre de 67, et même pendant la guerre de 67, il était encore très très nationaliste. Il a écrit un éditorial, notre objectif c'est Damas. Alors qu'il était plus Foucault que certainement Rabin et peut-être que Dayan. Mais il a été le premier à parler d'un État palestinien. Ouais. Je veux dire, alors que les Palestiniens, la direction palestinienne n'en parlait pas. Et pour Israël, c'était un sujet quasiment tabou. Il incarne quelque chose qui est difficile aujourd'hui de cerner. Je pourrais dire, c'est d'abord un patriote israélien, mais pas un juif. Je veux dire, c'est bien sûr, il n'était pas coupé de son passé juif. Lui-même était un réfugié d'avant la Shoah. Il est arrivé d'Allemagne à 10 ans. Les parents avaient fui juste après la montée du nazisme. Mais c'est un patriotisme laïque, séculier, une idée d'Israël comme un État dont tous les citoyens feraient partie d'une espèce de nation israélienne. C'est quelque chose qui est aujourd'hui plus difficile de saisir, ce patriotisme. Et alors, il avait choqué beaucoup d'Israéliens en allant rencontrer Yasser Arafat dans les années 80. C'était au moment où, tout de suite après, je ne me souviens pas exactement, mais au moment de la première guerre du Liban. Et il avait rencontré Yasser Arafat à Beyrouth et ça avait beaucoup choqué, d'autant plus qu'à l'époque, c'était véritablement une infraction à la loi. C'était limite, je pense que c'était limite parce qu'il est allé le voir en tant que journaliste. Oui. C'était d'ailleurs extrêmement dangereux pour lui et c'est avéré ce qu'on a appris tout récemment, c'est encore plus dangereux pour Arafat parce que le Mossad, qui à l'époque avait des consignes d'assassiner Arafat, pendant le siège de Beyrouth, c'est-à-dire, je pense, vers août 1982, suivait Avneri et d'autres journalistes qui étaient avec lui à la trace. Oui. Et ils n'ont pas pu le trouver parce que Arafat avait pris des précautions extraordinaires. Oui, c'était courageux, mais il s'agissait pas de coopérer. D'abord, il s'agissait d'écouter, et finalement, ça a joué peut-être. On voit quand même une ligne directe
vers Oslo, vers quelques années plus tard, les accords entre Israël et l'OLP. Alors, vous l'avez rencontré vous-même, vous l'avez interrogé. Finalement, il s'est éteint hier à l'âge de 94 ans, après avoir été, on va dire, pendant au moins les 30 dernières années, un véritable militant en faveur de la paix. Ouais. C'était un homme qui participait à quasiment toutes les manifestations, avec son épouse aussi à l'époque. On le voyait partout, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en tant que son état de santé lui permettait. Mais finalement, c'est un homme qui n'a pas vu son rêve se concrétiser. Il était amer, il était on va dire déçu, dépité par la tournure que prenaient les événements dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Oui et non. Il faut d'abord préciser que, c'est très physiologique, il était extrêmement clair pour son âge. Oui, il très était clair. de jeunesse intellectuelle effarante. Il me rappelle en ce sens à d'autres personnages que j'avais vus une fois que j'avais interviewé, c'est Lebovitch. Oui. Mais oui, enfin, je dirais, il ne pouvait pas nier la réalité, c'est-à-dire que le rêve de deux États ne s'est pas réalisé. Une partie très grande, peut-être la majorité des Israéliens n'y croient plus. Du côté palestinien, il y a une très grande déception. Après Oslo, on a eu le terrorisme et puis en même temps des échecs. Mais il était fondamentalement optimiste. C'est même une façon de penser chez lui. Et encore très récemment, il a dit ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis absolument convaincu qu'on aboutira à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, même sur la base de deux États, alors que cette idée s'éloigne compte tenu de la réalité de la colonisation, de l'importance énorme de la plantation juive en Cisjordanie, plus à Gaza, mais en Cisjordanie. Oui. Mais il était persuadé que cette logique, enfin, à ses yeux, finirait par l'emporter, envers et contre tout. Et par exemple, il a eu un débat, on l'a oublié, très très intéressant, avec un chercheur qui est l'ancien maire adjoint de Jérusalem, Meron Benvenisti, qui a écrit, qui est un géographe, et qui a très tôt exposé une thèse selon laquelle il était impossible de partager ce pays en deux États à cause de l'importance de la colonisation israélienne. Benvenisti a très tôt développé une thèse à laquelle il n'était pas favorable, mais peu importe, comme un fait. Et Benvenisti a développé la thèse selon laquelle il y avait un processus irréversible. Et Avnéry s'emportait contre cette thèse. Il disait, en histoire, il n'y a rien d'irréversible. Et il faisait référence, évidemment, au passé. Et il disait aussi, on est dans une situation difficile, mais on a connu des situations autrement plus difficiles que ça. Parce que on a la mémoire courte. Il se souvenait d'une chose qui a été complètement oubliée, c'est la situation désespérée de Yishuv, la communauté juive en Palestine, en 1942, lorsque Rommel était aux portes d'Alexandrie, et qu'il était question d'organiser un suicide collectif à la Masada sur le Carmel. Eh bien, Marius Jadner, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette personnalité, on va dire, hors du commun, qui était Uri Avnéry, qui s'est éteint hier à l'âge de 94 ans, un journaliste qui était, on va dire, pour beaucoup un modèle en matière de journalisme d'investigation, et puis également, comme nous le disions, un militant invétéré de la paix et du règlement du conflit israélo-palestinien. Et un patriote. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de lui, et bonne journée. Shalom. Shalom, bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec la chronique quotidienne d'Eliana Grufinkel, un jour notre histoire.